Triste record pour le chômage, on approche les 2,5 millions et le chiffre de juillet confirme la dégradation malgré les mesures récemment mises en place. Le coup de frein de l'économie américaine, croissance ralentie, dollar à la baisse et à terme sans doute des conséquences pour l'Europe. Moins d'avortements en France, mais 12 ans après la loi Veil, les progrès de la contraception demeurent insuffisants. Ce mercredi 20 août, voici 516 jours que Marcel Carteux et Marcel Fontaine sont détenus au Liban. Tout comme Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat qui sont détenus depuis maintenant 455 jours. Et puis il y a aussi nos camarades d'Antenne 2, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin détenus depuis 165 jours. Quant à Camille Sontag, il est retenu depuis 106 jours. Il y a toujours 7 otages français au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. À 10 jours des grands retours de l'été et à 48 heures d'un week-end très chargé sur les routes, le carambolage qui s'est produit la nuit dernière près de Bordeaux donne à réfléchir. En fait, il s'agit de 2 carambolages consécutifs. Un rideau de fumée au bord de l'autoroute, des voitures qui freinent et qui s'arrêtent, des poids lourds qui n'y voient plus, bilan 3 morts et 20 blessés. Alors sur les circonstances de cet accident et sur les moyens d'en éviter d'autres, voici les précisions de Roland Sicard. Un enchevêtrement de tôle, c'est tout ce qui reste des 14 voitures et 3 camions qui se sont percutés la nuit dernière sur l'autoroute A10. Il est 2h15, un nuage de fumée provoqué par un feu de tourbe tout proche de la chaussée masque brutalement la visibilité. Surpris, 2 automobilistes s'arrêtent, l'un d'eux sort de sa voiture. Gêné par la fumée, incapable de ralentir à temps, un poids lourd le percute avant de se renverser sur la chaussée. Un second camion et une dizaine de voitures viennent alors s'encastrer dans la mât de ferraille. Quelques minutes plus tard, deuxième carambolage, mais en sens inverse cette fois. Une catastrophe due en grande partie à l'imprudence. Lorsque la visibilité est réduite, le conducteur doit adapter sa conduite en fonction du danger. Alors le premier conseil, c'est d'abord d'adapter son style de conduite à la présence du brouillard, c'est-à-dire rouler de manière très régulière, sans à-coups, c'est-à-dire sans freinage et sans accélération brutale. Alors la deuxième règle importante et essentielle, c'est que plus la distance de visibilité est réduite, plus il faut évidemment réduire sa vitesse et plus il faut rester loin du véhicule qui vous précède. C'est ce qu'on peut synthétiser par la règle que nous avons appelée la règle des 3 V. V comme visibilité, V comme vitesse et V comme véhicule. Pour donner un exemple, cette règle vous dit que si la distance de visibilité tombe à 50 mètres, votre vitesse ne doit pas excéder 50 km/h et vous devez rester au moins à 50 mètres du véhicule qui vous précède. Cette nuit, il a fallu plusieurs heures aux sauveteurs pour dégager les véhicules accidentés. L'autoroute A10 a dû être coupée dans les 2 sens. La circulation n'a pu être rétablie qu'en milieu de matinée. Oui, prudence donc, puisque ce week-end, 3 millions de vacanciers vont se croiser sur les routes. 2 jours noirs sur le calepin de Bison Futé, vendredi et samedi prochain. Le chômage à la hausse au mois de juillet avec un bien mauvais chiffre qui se promène entre plus 0,7 et plus 1,4% selon le mode de calcul. Ce qui est sûr, c'est que malgré les mesures qui viennent d'être mises en place au cours de l'été, on en est maintenant à un record. Près de 2,5 millions de chômeurs en France, précisément 10,5% de la population active. C'est donc un chiffre sans précédent. Explications et commentaires avec Gérard Morin. L'an dernier, le chômage était à la baisse. Depuis février 86, il est à la hausse. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente sans cesse pour atteindre ce record de 2 474 000 à la fin de juillet. Plus d'un Français actif sur 10 se trouve donc à la recherche d'un emploi. Explication, certaines mesures anciennes font moins effet qu'auparavant. Par exemple, il y a moins de TUC. D'autres mesures plus récentes ne font pas encore effet totalement. Par exemple, les dispositions pour l'emploi des jeunes. La suppression de l'autorisation administrative de licenciement ne semble pas être pour l'instant une cause de chômage. On retient surtout aujourd'hui que le nombre de chômeurs en France se stabilise aux environs de 2 500 000. Alors, est-ce un chiffre incompressible? Philippe Séguin, le ministre du Travail, pense que non si on fait quelque chose. Et pour cela, il prépare des mesures pour faciliter de nouveaux emplois dits de périphérie. Certains les appellent ces emplois des petits boulots. Vont-ils redresser l'ensemble de la situation? Encore faudra-t-il que les intéressés les acceptent. Le coup de colère des agriculteurs bretons pour protester contre les pénalités dues aux quotas laitiers. Ils s'en sont pris la nuit dernière à la sous-préfecture de Brest, après s'être fait la main à Landerneau et dans d'autres localités du département. Une agitation qui ne semble pas pour autant terminée. Alain Doubesky.
Plusieurs centaines de camions bloqués, pris en otage un peu partout ce matin en Bretagne, Basse-Normandie et Pays de Loire. Les militants des syndicats paysans et des travailleurs paysans réclament la tenue rapide de négociations. En bref, ils demandent le réexamen des quotas laitiers. Institués en 1984, ils sont destinés à limiter pour les années à venir la production de lait à son niveau de 1983. Les jeunes, ceux qui s'installent, sont les plus touchés. Compter démarrer comme ça tout doucement en autofinancement. Je me suis aperçu que c'était pas possible. J'ai fait des emprunts en veux-tu en voilà. Et puis bon, maintenant je vois que je suis dans le bouillon, quoi. Comme d'autres, bien sûr, ce producteur de lait comptait sur une augmentation de la production. La communauté européenne répond « il y a déjà trop de lait » et elle taxe les excédents. 36 à 67 centimes par litre produit au-dessus du quota imposé en 84. Cette nuit, c'est dans le Finistère que les agriculteurs, à l'appel de la FDSEA et du CDJA, ont dressé des barrages sur une voie ferrée à Landerneau. Ils ont ensuite brisé les vitres de 2 perceptions et déversé du lait dans les locaux. La Bretagne est la première région laitière française et ces événements se produisent au moment où les producteurs de lait devraient recevoir la deuxième partie d'une facture qui s'élève à 370 millions de francs pour l'ensemble de la France. C'est le montant des pénalités qui devront être versées à la communauté européenne au titre de la campagne laitière 85-86. Les conséquences de la sécheresse, c'est une autre préoccupation des agriculteurs. Le détail des mesures d'aide qui leur seront accordées doit être arrêté la semaine prochaine, mais plusieurs principes ont été dégagés ce matin au cours d'une réunion autour de Jacques Chirac, notamment la subvention à l'approvisionnement en fourrage avec l'aide de la communauté et une aide à la trésorerie pour les exploitants qui sont en difficulté. Le retour des soldats français blessés au Liban la semaine dernière au cours d'accrochage avec les miliciens d'Amal. Ils sont une quinzaine arrivés tout à l'heure à Villacoublay. Ils devraient être transportés maintenant à l'hôpital du Val-de-Grâce. Mais pas question en tout cas de retirer le contingent français mis à la disposition de la FINUL au sud Liban. C'est ce qu'indiquait en tout cas ce matin Jean-Bernard Raymond, ce qui n'empêche pas pour autant des relèves de circonstances. C'est ainsi que les Suédois ont déjà remplacé les Français sur certaines positions qui sont sensibles. Jean-Marc Idous. Retour du Liban cet après-midi un peu avant 18 h à l'aéroport militaire de Villacoublay pour 8, les plus atteints, des 15 soldats français des Nations Unies, blessés voilà 9 jours lors d'un accrochage nocturne avec des miliciens chiites. Le ministre de la Défense, M. André Giraud, avait tenu à leur apporter sur place son réconfort personnel. Bon, pas trop en forme, ça va ? L'occasion pour M. Giraud de rappeler pourquoi la France, sans souhaiter retirer unilatéralement tout son contingent, entend quand même réduire sa participation à la force multinationale d'interposition au Liban Sud. Les conditions dans lesquelles se déroule cette mission ne sont plus aujourd'hui satisfaisantes et il faut que les Nations Unies fassent ce qui est nécessaire pour que la mission et les moyens soient mis en conformité l'un par rapport à l'autre. En clair, il s'agit de remplacer une partie du bataillon logistique français. La participation française passerait donc de 1400 à 1000 seulement sur les 6000 hommes de la FINUL. Profil plus bas, souhait exprimé dès avril dernier et qui vient de faire l'objet d'une décision positive du secrétaire général des Nations Unies. Les 400 Français partants devraient être remplacés par des Suédois. Sur place, pas de nouvelles vraiment alarmantes, mais un calme encore bien précaire. Plus d'incidents graves signalés ces jours derniers, mais même si les esprits se sont apaisés dans la région, mieux vaut être en alerte. Les bons rapports renoués avec la milice chiite Amal n'excluent pas les risques de provocation. Coup de froid sur l'économie américaine avec tous les symptômes d'une bonne grippe, comme en témoignent les derniers indices, à commencer par le PNB, le chiffre test qui nous apprend que la croissance est très inférieure à ce que l'on attendait, en tout cas pour le deuxième trimestre. Du coup, on évoque à nouveau la récession et le dollar plonge encore un peu plus. Il a perdu près de 40% de sa valeur depuis par exemple le mois de mars 1985. Il était coté aujourd'hui 6,68 francs et des poussières à Paris, avec des conséquences à venir pour les économies européennes et pour la France. Nous le verrons dans un instant avec vous, Philippe Sassier. Mais d'abord, l'état des lieux et les réactions aux États-Unis. C'est une enquête de notre correspondant Jacques Abouchard. Les Américains ont reçu la nouvelle comme une douche glacée. Leur économie marque sérieusement le pas. Pour les 3 derniers mois, le taux de croissance stagne à 0,6%, 6 fois moins qu'au cours du premier trimestre. Et malgré la baisse continue du dollar, les entreprises américaines s'essoufflent face à la concurrence étrangère. Les exportations, notamment de voitures, sont en recul constant.
Le déficit commercial atteint des sommets avec un chiffre record de 150 milliards de dollars sur l'année. L'agriculture est la plus touchée. Les produits américains ne se vendent plus. Le secteur pétrolier est également en crise. La menace de récession se précise donc. Pour l'écarter, disent les experts, il faut donner un coup de fouet à l'économie. Solution préconisée, rendre le crédit moins cher en baissant les taux d'intérêt pour relancer la consommation. En 1986, ces taux ont été abaissés à 3 reprises déjà, sans grand résultat. En général, une baisse des taux d'intérêt a un effet sur 2 secteurs, le logement et la consommation des ménages. Mais les Américains ont acheté énormément de maisons au cours de l'année dernière et cette année, et vraiment ils en arrivent au point de saturation. D'autre part, ils sont très endettés, alors ils préfèrent en ce moment rembourser leurs dettes que faire de nouveaux achats, donc on risque de ne pas avoir ce coup de fouet dont on a besoin. Quelle est la solution donc? Ici, on espère on voit la solution comme étant la relance mondiale, d'où les pressions sur l'Allemagne et le Japon pour qu'ils relancent leurs économies, parce que comme ça entraînerait une augmentation de la demande des produits d'exportation américains. Mais pour la première fois, vraiment, on sent que la crise est proche. Et cela pourrait entraîner une relance des pressions protectionnistes au Congrès à 3 mois des élections législatives. Alors que Reagan a toujours été opposé au protectionnisme. Oui, mais justement, à l'approche des élections, sa marge de manœuvre serait très réduite. Oui, les difficultés de l'économie américaine vous laissent peut-être froid. Pourtant, l'interdépendance des phénomènes économiques nous amène à poser cette question. Quelles conséquences pour l'Europe et pour la France, Philippe Sassier, que ce soit demain ou après-demain? Alors, on a de ce côté-ci de l'Atlantique peut-être une vision un peu différente par rapport à ce que nous venons d'entendre. Alors d'abord, nous sommes concernés par la baisse du dollar qui équivaut à une dévaluation du billet vert de l'ordre de 40% en un an. Ainsi, les industriels français se heurtent à nouveau aux Américains dans la bataille mondiale des grands contrats, bâtiments et travaux publics en particulier. Ainsi, depuis le début de l'année, les ventes d'Airbus ont chuté de près de 20%, alors qu'en un an, celles de Boeing ont triplé. Ainsi, avec un dollar à moins de 7 francs, eh bien, on va finir par s'apercevoir que les récoltes des paysans américains vont concurrencer fortement les nôtres. Il y a des contreparties positives à cette baisse du dollar, mais celle-ci fait du dégât. Nous sommes ensuite concernés par la baisse des taux d'intérêt que les Américains vont probablement décider pour avoir des crédits moins chers. En France, depuis avril, les taux ont baissé de 1,5% et j'ai appris qu'on se montrera prudent en ce qui concerne le nouveau recul, peut-être envisageable, mais certainement pas automatique. Enfin, nous sommes concernés par une possible guerre commerciale dont l'Amérique menace afin d'obtenir de meilleurs résultats. Exemple, les constructeurs automobiles japonais, gênés aux États-Unis, ont augmenté leurs ventes de 35% depuis le début de l'année en Europe, c'est-à-dire chez nous. L'Amérique est dans une mauvaise passe, c'est vrai. La baisse du dollar n'a pas encore fait diminuer son pyramidal déficit commercial, mais elle peut encore faire redémarrer l'industrie américaine vers la fin de l'année. On le verra, Bernard. Bataille autour d'une brune. Vous vous souvenez de ce délégué syndical du bazar de l'Hôtel de Ville accusé d'avoir fumé dans le magasin. Il avait été trouvé une cigarette à la main, mais une cigarette éteinte, avait-il affirmé. Une histoire que nous vous racontions il y a une dizaine de jours. Eh bien, la direction départementale du travail vient de rejeter la demande de la direction. Dominique Dumontier, que vous voyez, ne sera pas licencié. La direction a 2 mois pour faire appel, mais elle ne fait pas de commentaires pour le moment. L'enquête sur la mort de 4 poseurs de bombes à Toulon. La police est parvenue à quelques certitudes. D'abord, les militants d'extrême droite morts dans l'explosion transportaient 3 bombes et non pas une seule. Elles étaient placées à côté du conducteur, ce qui exclut donc que la voiture ait été piégée. Les policiers pensent aussi que les victimes de l'explosion se préparaient à provoquer une nuit bleue dans les quartiers fréquentés par les immigrés. Ils cherchent maintenant à savoir s'il y a un lien entre SOS France et les commandos de France, responsables de plusieurs attentats ces derniers mois dans la région. François Mitterrand a passé l'après-midi à Gap, dans les Hautes-Alpes, une très courte visite consacrée à un hommage à la résistance dans la région des Hautes-Alpes, et plus précisément au réseau La Chaîne, créé par Antoine Mauduit, qui fut un de ses compagnons pendant la clandestinité. Reportage Pascal Guimier et Jacques Aubertin. Journée pèlerinage pour François Mitterrand, hommage à un camarade de résistance, mort en déportation. Pour toile de fond, ce château de Montmaur, refuge pour les évadés en cavale. Le futur président de la République fut de cela en 1943. 43 ans plus tard, le temps des souvenirs, le temps des retrouvailles. L'épicier se rappelait très bien de vous avoir établi votre carte de tabac. Je m'étais jamais aperçu que vous fumiez. Absolument, mais à l'époque je fumais. Ah oui, ah ouais. Je me suis guéri de cette maladie.
Il ne va pas très loin, lui. Hein. En somme, comme un moment hors politique. Pourtant, elle n'était pas loin, la politique. Au détour d'une petite phrase, sibylline comme les aime François Mitterrand, les soucis du moment reviennent au premier plan. L'amour du pays ne se découpe pas au ciseau au gré de la carte politique, même si l'on sait que les vertus profondes se trouvent dans notre peuple. Voilà, j'en ai, je le crois, assez dit. Très vite donc, la politique a repris ses droits. Journée de commémoration, journée de cohabitation. Jean-Claude Gaudin, président UDF de la région Provence-Côte d'Azur, était venu accueillir François Mitterrand. Nul doute que la célébration de la libération de 1944 suscite l'unanimité. Pour le reste, découpage électoral par exemple, le consensus est encore à trouver. Sur Tchernobyl, chaque semaine apporte son lot de révélations. On vient ainsi d'apprendre qu'un incendie a fait rage pendant plusieurs heures en plein cœur de la centrale, un mois après l'accident du réacteur. Une révélation qui intervient alors que Moscou doit présenter lundi un plan d'alerte nucléaire à l'ensemble des pays voisins, c'est-à-dire des pays concernés. Et puis, toujours à propos de Moscou, l'annonce hier soir de l'autorisation accordée à 5 membres de la famille Tcharansky qui peuvent maintenant se rendre pour immigrer en Israël. C'est la confirmation de ce qu'avait annoncé Anatoly Tcharansky dès la semaine dernière. Les deux façons de lire un chiffre. Le ministère des Affaires sociales vient de publier les statistiques sur les avortements en France. Une baisse de 5% l'année passée, mais toujours 169 600 femmes qui ont eu recours à l'IVG. La preuve que 12 ans après la loi Veil, la contraception n'est pas encore complètement entrée dans les mœurs. Les explications de Pierre Ly. Le nombre d'avortements recensés en France diminue d'une année sur l'autre. Cette tendance à la baisse vérifiée pour la première fois en France l'an dernier se confirme et se généralise à l'ensemble du pays. Les dernières statistiques indiquent une chute de 5%. Mais globalement, on compte néanmoins 170 000 avortements par an. Alors, comment se situe la France par rapport aux pays voisins? Par rapport aux autres pays d'Europe, la France est à peu près, si vous voulez, intermédiaire entre les pays du Sud où on avorte plus et les pays du Nord où on avorte moins. Mais il faut voir que dans un pays comme les Pays-Bas, par exemple, on a à peu près beaucoup moins d'avortements, on a beaucoup plus de femmes qui sont stérilisées et une utilisation de la pilule du lendemain qui est beaucoup plus importante. Mais en France, à la différence de la Hollande, la stérilisation volontaire n'est pas légale. Quant à la pilule du lendemain, beaucoup de Françaises ne la connaissent pas. La pilule du lendemain, effectivement, en France, est assez peu connue. Cela fait que 2-3 ans, disons que l'information commence à être donnée, c'est plus de l'ordre du bouche à oreille que d'une véritable information. C'est surtout connu chez les jeunes, puisque comme je le disais à l'instant, le bouche à oreille fonctionne bien dans ces tranches d'âge. Et beaucoup de femmes encore ne savent pas qu'il suffit de prendre une pilule après un rapport sexuel et il faut qu'elles se documentent dans les centres de planification de leur localité. La pilule du lendemain fera peut-être reculer un peu plus l'avortement. Cependant, la contraception a ses limites. Les femmes s'y soumettent, pas les hommes. 40% des jeunes Français ne partent pas en vacances d'été. C'est un chiffre considérable et qui n'évolue guère d'une année sur l'autre. D'où l'idée du secours populaire qui, chaque année, emmène quelques milliers d'enfants d'Île-de-France passer une journée, c'est court mais c'est mieux que rien, une journée à Dieppe, histoire de voir la mer. Patrice Vollet et Maryse Richard faisaient aujourd'hui partie du voyage. La mer pour lui tout seul, ou presque. Pour Gérald, 11 ans, c'est mieux que la piscine de sa banlieue et les mois d'août sans les petits copains. Je fais du vélo, je fais un peu de patin, puis avec mon frère, je vais à la piscine. Et tu t'amuses avec des copains? Non, parce que je sais où ils habitent, mais des fois je vais voir, ils sont presque tous partis en vacances. Gérald faisait partie des 5000 enfants de familles défavorisées arrivés à Dieppe par 4 trains corail. 10 secondes pour se déshabiller et hop, tout le monde profite de la baignade, malgré le ciel gris qui couvrait aujourd'hui la côte normande. Et ça ne gêne pas les vagues, les cailloux, tout ça? Si, surtout les cailloux. Qu'est-ce que ça fait les cailloux? Ça fait mal aux pieds.
Chaque année, le Secours populaire offre une journée d'évasion à des milliers d'enfants. Une journée, c'est bien, mais tous en garderont un souvenir impérissable. Et elle était comment la mer? Bon, froide. Très froide, même salée. Alors, et après, Vous l'avez déjà vu la mer? Non, pas si dans mon pays. Mais en France? C'est la première fois que je viens. Mais t'es pas parti en vacances avec tes parents ou avec des copains? Non. Je suis pas parti. Non. Après un copieux pique-nique, le clou de la journée, une démonstration de parachutisme, rien que pour eux. 5000 sourires sur la pelouse de Dieppe. Le monastère de Montserrat a eu très chaud. On a même cru à un moment qu'il allait flamber avec les forêts qui l'entourent. Ce haut lieu de pèlerinage pour les Catalans était la cible d'une organisation d'extrême droite espagnole qui avait décidé d'y mettre le feu. Cette organisation voit dans ce lieu le berceau du séparatisme catalan. Dominique Thiers. Comme une grande muraille, sur des dizaines de kilomètres, les flammes ont dévoré la forêt. 8000 hectares ravagés, détruits pour 50 ans au moins. L'incendie d'origine criminelle a été revendiqué par les milices catalanes, un mouvement d'extrême droite qui précisait dans un appel téléphonique que le site de Montserrat était le berceau du séparatisme catalan. Dans le village, c'est la désolation. Plus de 1000 personnes évacuées, affolées, révoltées, laissant tout derrière elles. Tout a brûlé, dit cette femme. Il ne me reste plus rien. Je ne sais pas où aller. J'ai tout laissé à la maison. Non, je ne sais vraiment plus où aller. Une tragédie comme ça, j'en ai jamais vu de ma vie. Une impuissance totale, une tristesse qui donne envie de pleurer. Alors on se demande ce qui se passe dans ce monde où il n'y a que de l'agressivité et de la haine. On cherche à tout détruire, même ce qu'il y a de plus beau. Il aura fallu 3 jours pour venir à bout de l'incendie, des centaines de pompiers, l'armée venue en renfort, les moines du monastère mis eux aussi à contribution avant d'être évacués. 3 jours et 3 nuits de lutte, pied à pied contre le feu, que certains utilisent à présent comme une arme. Oui, sans aucun rapport, Mammouth écrase maintenant les micelles. C'est la dernière trouvaille de la grande surface qui, à Bordeaux, vient d'ouvrir un lieu de prière pour ménagères en mal de recueillement. La religion à l'ombre du caddie, un commentaire de Gilles Boulot. D'habitude, ici, on écrase les prix. Depuis ce matin, on allume aussi les cierges. Touché par la grâce, le gérant du supermarché a créé ce lieu de prière, 60 mètres carrés, une quinzaine de chaises, une croix. Les clients peuvent enfin délaisser les caddies pour le missel, avec la bénédiction de l'épiscopat. J'ai été d'abord un peu surpris par cette initiative de caractère privé. Et puis je me suis dit que dans les temps que nous vivons, qui sont des temps de bousculade, de précipitation, d'agitation, cela peut-être répond à un besoin. Les voix du Seigneur qui pénètrent même timidement dans un supermarché, ultime revanche sur les marchands du temple. Bien décevante, cette jeune équipe de France de football qui s'est fait taper 2-0 hier soir par les Suisses. Circonstances atténuantes, la jeunesse et l'inexpérience en match international d'une équipe qui a moins de 24 ans de moyenne d'âge. Définitivement privée de Giresse, Rocheteau et de Bossis, provisoirement privée de Fernandez, de Tiganet et de Platini, les jeunes Français se sont fait bisuter hier soir par les Rouges Helvètes. Dominique Leglou. Le bleu des Bleus, c'est Basile Boli, première sélection, tout comme Bucher. 2 pour Touvenel, Poulain ou Bijota. Vercruis, lui, n'en a que 6. Au total, 175 sélections, bien loin des 458 de la France face à l'Allemagne au mondial. Une différence dans les chiffres confirmée par les faits. L'inexpérience, c'est par exemple le trac qui fait que Bucher rate son premier contrôle. L'inexpérience, c'est Boli qui assure mal sa première passe, mais qui se rattrape et compense par ses qualités athlétiques. Boli n'a que 19 ans, mais il a déjà un tacle de joueur confirmé. Reste à travailler un peu la relance. L'inexpérience, c'est la gestuelle de Ferreri ou Vercruis. Leur technique élaborée, leur façon de dompter le ballon, mais en même temps, leur inefficacité devant le but. C'est aussi le désarroi d'une équipe privée d'un patron, d'un meneur de jeu, une équipe qui tâtonne, qui essaye et échoue chaque fois d'un rien. Mais une équipe pleine de promesses,
Le jeu est posé, élégant, il lui manque une touche de vivacité, un brin de réussite. Hier soir en plus, la chance n'était pas avec les Bleus. Typique la sortie d'Amoros et l'entrée malheureuse de Jean-François Demergue. À peine chaud, il hésite, ne choisit pas la simplicité. Et pour se rattraper commet la faute aux conséquences catastrophiques. Un banal coup franc excentré, mais un magistral service de Sutter pour la tête. Derman, Bijota n'a pas sauté. La Suisse mène 1-0 contre le cours du jeu. Herman sera d'ailleurs l'homme du match. C'est sur une de ses ouvertures que Whitwer, vraisemblablement hors jeu, trouve Sutter à la réception. 2-0. Le score est sévère, mais l'avertissement efficace. Et malgré tout le métier des anciens, le sérieux et l'intelligence de Battiston, par exemple, qui ici, d'une pichenette alerte Poulain, rien n'y fait, même pas un pénalty, que Stopira peut inspirer, adressera au nuage. Image symbole d'une jeune équipe passée à côté de son sujet. Même si tout n'a pas été négatif, j'attendais plus et j'espérais beaucoup plus de cette équipe, notamment au niveau du rythme et de l'emprise sur le jeu. Tous nos jeunes joueurs, et on le savait, même s'ils ont beaucoup de talent, ont encore des progrès à accomplir et il y a du travail à faire. Et ça me confirme aussi dans mon idée que pour encadrer tous ces jeunes joueurs plein de talent, eh bien, il nous faut aussi quelques anciens. Alors, messieurs Tigana et Fernandez, le 10 septembre prochain en Islande, soyez présents, les jeunes ont encore besoin de vous. Les pronostics du Quartet qui se court demain à Vincennes, les pronostics de Lionel Ovadia, c'est dans le prix de Savoie. Lionel vous propose, il est 17 partants, il vous propose de jouer le 15, le 12, le 9, le 14, le 13, le 6 et le 10. 15, 12, 9, 14, 13, 6 et 10. Et puis la météo, maintenant en compagnie de Laurent Boussier. Oui, et ils arrivent, ils reviennent, rassurez-vous, non pas les extraterrestres, mais les nuages et surtout une magnifique perturbation. Je dis magnifique, regardez la photo satellite, vous allez voir, elle fait au moins 3000 km. Elle est là avec un centre dépressionnaire au large de la France et hop, elle s'enroule. Vous ne voyez pas la fin parce qu'elle est de l'autre côté de la photo satellite, elle fait au moins 4000 km. Alors rassurez-vous, elle n'est que très peu large, à peine 300 ou 400 km et surtout elle est peu active. Elle va arriver demain et elle va venir affecter toutes les régions du nord-ouest du pays. Je dis rassurez-vous, elle n'est que peu active, donc pas de problème. Pas d'orage et pas de grand vent. Regardez la carte du temps prévue pour demain, avec toujours sur toute la moitié sud du pays du beau temps, un petit peu de mistral, un petit peu de tramontane, ça mange pas de pain. Du soleil donc, et des températures en hausse, nous le verrons dans quelques instants. Sur le reste du pays, c'est-à-dire de l'Aquitaine au nord-est, un temps relativement agréable avec quelques petits cumulus de beau temps. Et puis je vous le disais, des nuages un peu plus nombreux malheureusement sur la Bretagne, sur le Cotentin, qui gagneront peut-être dans la journée, peut-être l'Île-de-France, c'est-à-dire la région parisienne, mais ça n'est pas sûr. Des pluies sont à craindre sur les côtes du nord et sur le nord du Finistère dans l'après-midi. Côté température, eh bien, je vous le disais, elles sont en hausse sur la moitié sud, stationnaires sur la moitié nord de 18 à 24 degrés avec un petit 23 à Paris. Sur la moitié sud en hausse par contre, 27 degrés, vous voyez, à Aurillac, et puis 30 degrés sur pratiquement toute la Méditerranée avec seulement un petit 29 degrés à Nice et à Ajaccio. À l'étranger, en Europe, demain, il fera 20 degrés à Berlin seulement, et puis 29, mais ça c'est à Venise, en Italie évidemment. On termine avec notre agenda sur ces magnifiques plans de jardin. Demain sera donc le jeudi 21 août. Le soleil se lèvera à 6h53, se couchera à 20h54, 4 minutes de soleil en moins, les jours diminuent de plus en plus vite. Ce sera la Saint-Christophe. Bonne fête Christophe. C'est des prochains un peu actifs, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très importante, c'est ça. Dernier journal, c'est aux environs de 23h45. Ce sera Patricia Charnolet qui vous donnera les dernières nouvelles ce soir. Demain, c'est le président de la FNSEA, Edmond Lacombe, qui sera l'invité de Télématin à 6h45. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 20h. Très bonne soirée maintenant avec un grand échiquier de choix puisqu'il nous permet de revoir Raymond DeVos.